Ok, donc, voilà les différentes classes qu'on s'était fixées au départ, d'accord? Bâti, eau, arbre, voirie, espace vert, sol. Ok? Une fois que j'ai fini de créer, de choisir ces sites d'entraînement et de générer les signatures, voilà le fichier que j'obtiens. OK? Donc ici, il me numérote les classes. Ici, je donne des noms aux différentes classes. OK? Et puis, suivant le canal, il me dit la valeur. Mais ce qui est important ici, c'est la colonne count. Hein? Cher ami, comment il s'appelle? Bro-Yves. Ici, tu vois, Bro-Yves, il me donne le nombre de pixels que j'ai utilisé pour chacune des classes. Donc, par exemple, pour le bâti, j'ai utilisé 140 pixels. Pour l'eau, 25 pixels. Pour arbre, 222. Donc, vous avez cette colonne-là où il vous donne le nombre, ce qu'il appelle count, le nombre de pixels d'entraînement. Donc, l'eau, c'était prévisible que ce soit le moins que je vais prendre puisque c'est des espaces plus petits. Vous voyez que pour la voirie, là, j'ai pris beaucoup, hein, parce que c'est ce qui est beaucoup représenté. Le bâti, c'est vrai, il y en avait beaucoup, mais c'est des petits espaces qui sont là. Donc, même si je dois en prendre de façon disparate sur mon image, mais ce n'est pas de grandes quantités de pixels que je peux prendre à la fois. Donc, c'est pour ça qu'ils sont pas. C'est beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça. Vous voyez? Pour le bâti, je n'ai pris que 140. Espace vert, je n'ai pris aussi beaucoup, parce qu'ils sont disparates. Sol nu, bizarrement, je n'ai que 75. Ça m'étonne pour sol nu. Ah oui, c'est normal. C'était là. Donc, voilà mes classes qui ont été faites et il a généré en même temps les signatures spectrales. OK? Donc, lorsqu'on veut faire une classification dirigée, il faut identifier les classes qu'on voit sur notre image, qu'on connaît de notre site. 2, pour chacune de ces classes-là, allez choisir des sites d'entraînement. Donc, on choisit les sites d'entraînement, on les valide, on donne un nom. Site d'entraînement, on valide, on donne un nom. Site d'entraînement, on valide, on donne un nom. Quand on a fini ça, on enregistre sous un certain nom ce fichier-là. Et maintenant, on fait quoi? On a créé les signatures spectrales. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle est l'étape suivante? Oui. En garbage in, garbage out. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand je dis garbage in, garbage out, ça doit être fait clic dans votre esprit. Qu'est-ce qu'on doit voir d'abord? La séparabilité des classes qui ont été générées. Parce que c'est ce que vous avez créé là. Si il y a des choses qui sont mélangées dedans, mais à la fin, le résultat ne sera pas bon. Donc, quand tu lances la classique, c'est que déjà tu es sûr de ton affaire. Il faut d'abord qu'on aille vérifier que les classes qu'on a créées avec les sites d'entraînement qu'on a choisis sont séparables. Si c'est bon là, maintenant on peut lancer la classification. Si ce n'est pas bon là, est-ce qu'il y a une action à faire? D'accord? Et comment on fait pour la séparabilité? Comment on a fait hier? On va où? Très bien. On va dans évaluer, séparabilité. C'est lequel des paramètres on prend? La divergence transformée. On fait OK. Et je suis content, hein? Regardez ce que j'ai trouvé. C'est la perfection. Je n'ai que des 2 partout. Je n'ai que des 2. Il n'y a même pas un venu 99. Alléluia. Alléluia. Bon, ça là. Hein? Tu vois. C'est ça. Notre campagne de terrain, en plus des données. Donc, on a bien ciblé nos sites d'entraînement là. Donc, a priori, là, nos affaires là doivent être bonnes.
Maintenant, il y a une chose que je veux voir. Est-ce que je peux avoir accès? Deuxième précaution qu'on peut voir aussi. Parce que là, statistiquement parlant, il me dit que mes classes, là, les signatures là, sont drastiquement différentes. Donc, ma classe 1 est différente, la classe 2 est différente, la classe 3, etc. Donc, je suis contente de ça. Maintenant, deuxième précaution que je vais essayer de voir, avoir accès aux histogrammes de ces classes-là. Comme ça, si mes histogrammes-là sont de bonnes gaussiennes, là, oh non, là, même, c'est le nirvana. Bon, maintenant, comment on cherche les histogrammes, mes enfants? Comment on cherche les histogrammes? Et là, devant vous. Comment je fais? Très bien. Voilà ça ici, là. Hein? Donc, je fais ça. En tout cas, pour ma classe 1, là, c'est pas joli, hein, ce qu'il me donne. Attendez, je vais bien mettre. Oh. 22, 23. En tout cas, pour ma classe bâtie, là, je n'aime pas mes histogrammes. On va descendre, on va voir. Classe 2, 23, 22, 21. Les salons là ne sont pas jolis. Hein. Pas de belles gaussiennes. Bon, on va tourner pour que. Là, ça devient de la foi maintenant. Je suis en quelle classe? Je suis dans la classe bâtie. Je suis toujours dans bâti. Ah ouais. Ah encore, ça peut aller. Voir. Ok, voici encore, quoi qui me montre quand même les pics là, il y en a au moins. C'est quand même plus restreint, l'intérieur au niveau des grilles est plus restreint que les autres, les classes précédentes. Espace vert. Espace vert. Bon, les enfants, j'ai trouvé des choses très bonnes par rapport à ma séparabilité, mais les histogrammes que j'obtiens là, ils me font peur, un peu peur. Donc, on va quand même lancer la classique. Hein. Ce ne sont pas de belles gaussiennes là. Donc, on va quand même, donc, comme il y avait beaucoup de choses mélangées dedans, on va lancer la classique et on va voir ce que ça va donner. Mais déjà, le fait que nos histogrammes là ne soient pas bons, on ne doit pas être surpris s'il y a des choses qui se passent. D'accord? Donc là, on va lancer. On a évalué, la séparabilité est bonne, donc a priori, le premier critère qui peut nous permettre de dire classifier, c'est la séparabilité. Elle est bonne, on va y aller. Donc, on a deux façons de procéder. On va créer l'image classifiée.
Et là-bas, on va générer. Parce qu'on a deux. Ici, on peut évaluer la matrice de contingence. On peut l'avoir ici. Mais moi, je ne veux pas juste la matrice de contingence. Je veux aussi l'image classifiée. Donc, je ne vais pas procéder ici avec ce processus-là qui est d'utiliser le signature editor. Je vais repartir dans raster, supervise classification. Et là, je vais donner un nom à mon image classifiée. Un nom à mon image classifiée et je vais dire quel type de classification je veux faire. Donc, input, c'est le nom de l'image sur laquelle on travaille. Input signature, on a créé le fichier signature lorsqu'on se faisait en édité. Donc là, il faut appeler le fichier signature. Je suis allé le mettre, je vais aller le chercher. Je vais m'avoir de l'autorité sur ce que je fais. Un récent là, je l'appelle sigle. Okay. Quel nom je veux donner à cette image classifiée et l'endroit où je veux qu'il enregistre. Donc, je vais appeler sigle. Là, je vais appeler. On va commencer par le maximum de vraisemblance. Donc, je vais mettre MV. OK. Maintenant, c'est là où on va choisir le type de classification qu'on veut faire. Parametric rule. OK, vous m'avez des choses. Je vous écoute ici. Hier, je vous avais posé une question par rapport à parametric rule et puis non parametric rule. Je vous écoute. J'ai dit au cours, j'ai dit certaines choses et je suis choqué par le rangement qu'ils font que Erdas fait. Qu'est-ce qui me choque ici dans le rangement que Erdas fait par rapport au cours que j'ai donné? Ou bien jusqu'à présent, même depuis hier, là, vous n'avez pas cherché à savoir. Donc, on dit on va prendre le maximum de vraisemblance, on va classifier par le maximum de vraisemblance. Donc, je prends le maximum de vraisemblance, un paramètre, je mets none, et puis je fais OK. On peut les classifier aussi les zéros indépendamment, mais si on est sûr qu'on a des zéros sur l'image. Je laisse. Tu dis? Oui, c'est mieux de classifier. OK. Selon la question que vous posez, est-ce que c'est pas par rapport à la unclassified rule? À quoi? Unclassified rule. Ici, dans le simple pass classification. Donc quoi? Je dis paramètre rule et non paramètre rule. Moi, il y a quelque chose qui me choque par rapport au cours. Oui, paramètre rule, non paramètre rule. Donc, ici, si on se réfère au cours, c'est-tu par rapport au non, c'est le rangement qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont appelé paramètre rule et ce qu'ils ont appelé non paramètre rule. Dans le cours, comment est-ce que j'ai identifié ce qu'on appelle les données paramétriques ou la classification paramétrique et la classification non paramétrique? Okay? Cela est dit paramétrique. Donc, dans paramétrique, il me cite un certain nombre de choses. Dans non paramétrique, il me cite un certain nombre de choses. Quand vous êtes allé voir le cours, là, est-ce que les deux, là, ce sont des jumeaux?
En fait, c'est ça que je veux en faire. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est... Ça, il dit, moi, ça me choque. Maintenant, si vous, ça ne vous choque pas, les deux choses, soit vous n'étiez pas au cours, soit vous n'avez pas lu le cours. Parce que sinon, ça allait vous choquer l'arrangement, la classification que j'ai fait ici. Le distinguo que j'ai fait. Il a fini, fait close. Et je vais aller créer une deuxième vue de sorte à pouvoir comparer mon image originale et mon image classifiée. Donc, je refais fit to frame et je vais ajouter une deuxième vue. Voilà mon image classifiée. Avec les couleurs que je vais donner. Est-ce qu'on retrouve ce qu'on devrait? Première chose. Par exemple, mon entrepôt, il est. Donc, quand je regarde, déjà, première remarque, il me retrouve plus ou moins mes points d'eau. Okay? Je retrouve ici l'eau. J'ai des piscines ici. Je me les retrouve, quoique les superficies ne soient pas tout à fait les mêmes, mais au moins, je me les retrouve. Hein? Je retrouve mon eau. Ma route, ma voirie, il n'y a pas de souci. Elle aussi, il arrive à la retrouver. Mais mes bâtis, il arrive à les retrouver. Mes arbres, maintenant. Quand je regarde, est-ce qu'il retrouve mes arbres? Mes arbres aussi, il arrive à les retrouver. D'accord? Mes espaces verts par rapport à ma... Par rapport... J'ai coupé une première fois. Il y a un étudiant en FOAD qui dit qu'il n'a pas le logiciel. Il y a possibilité de donner un lien ou quelque chose de genre pour qu'il puisse accéder à ça. Comment ça se passe? Il a la plateforme et il dit, est-ce que tu as posté sur la plateforme? Ça y est là-bas. Monsieur Kofi. Monsieur Kofi. Monsieur Oufou est là. Il dit que ça y est sur la plateforme. Le lien pour avoir Erdas est sur la plateforme. D'accord, ok. Merci, madame. On va voir. Ah, c'est le logiciel là. Le logiciel? Non. Ah, il n'y a pas. Comment ils sont obligés de venir ici? Ça fait 8 gigas. Ah, tu as compris, non? Ça fait 8 gigas, donc on ne peut pas mettre ça sur le site. Non, c'est le lien de téléchargement qu'on veut. Est-ce qu'il y a un lien? C'est-à-dire, est-ce que tu peux mettre ça? Ok, il va le faire. Ça a posé problème. Ah, ils n'ont pas pu. Ok, donc donne-leur le site pour qu'ils aillent directement. Ça va être plus facile pour toi. Merci. Une chose que je ne vois pas, à moins que mes yeux soient... Quand je regarde mon fichier ici,
mes sols nus là doivent être en marron comme ça. Là. Je ne le vois pas. Je ne vois pas cette couleur. Il y en a ici. Où encore? Ici là. Mais à part ça, je vais voir quelque chose. Je vais changer la couleur. Donc, ça veut dire que ça, là, c'est pas un sol nu, c'est la voirie. Là, les sols nus, il y a un problème. Ils n'arrivent pas à voir les sols nus. Soit je n'ai pas pris assez de sites d'entraînement qui prennent en compte toutes les variabilités des niveaux de gris, soit c'est lui qui fait une confusion. Il en retrouve, mais pas tous. Oui, c'est bon ça, c'est bon ça. Mais à part ça ici, il y avait des sols nus ici, là. Je ne les retrouve pas. Je les confonds avec la voirie. Voilà, c'est peut-être ce que vous avez dit. C'est qu'on appelle les sols nus là, la voirie. C'est possible que ça soit de la voirie. C'est possible que ce soit de la voirie, effectivement. C'est vrai, c'est possible que ça soit effectivement de la voirie. C'est vrai, j'ai oublié. Hein. C'est vrai. Oui, effectivement, quand j'ai su que c'est. Je vais mentir. D'accord, ok. C'est de la voirie. Et mes espaces, mes sols nus sont peut-être juste ceux qu'il a reconnus. En tout cas, apparemment, de ma connaissance du terrain, c'est ça. Maintenant, on va aller voir, on va apprécier. Là, c'est la première comment je dirais ça? La première comparaison, hein, la première validation des résultats de votre classification, c'est le visuel. Vous connaissez votre espace terrain, donc les couleurs qu'il vous donne, l'arrangement qu'il vous donne, visuellement, vous dites, ah oui, effectivement, c'est bon. Hein, comme moi, mes sols nus me posaient problème là. Parce que selon mon entendement, il y a certaines zones où je devais avoir des sols nus que je ne retrouve pas. Donc, la première appréciation de la qualité de votre classique, c'est le visuel. Le deuxième type, qui lui va être quantitatif, donc avec des chiffres, ça va être la matrice de confusion. D'accord? Donc, on va aller générer la matrice de confusion et voir ce qu'il va nous donner par rapport aux précisions. Donc, je vais reprendre mon fichier signature editor aussi, d'accord? Et je dis évaluer contingency et on peut demander en pixels, on peut demander en pourcentage, on peut demander les deux. Je vais demander les deux, comme ça on va visualiser les deux. Je fais OK. Donc, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a montré que les sols. Ah, je comprends pourquoi. Vous savez pourquoi? Je refais, puis je vais vous montrer. Il y a un problème. Je lui dis évaluer, contingency, oui, par moyen, OK. Regardez, il ne montre que les sols nus. Alors qu'il n'y a pas que les sols nus dans mes classes là. Mais d'accord? Vous savez pourquoi il a fait ça? Voilà. C'est parce que dans mon fichier ici, il n'y a que sol nu qui est sélectionné. Sélectionné. Oui, il n'y a que sol nu qui est sélectionné.
Il faut soit tous les sélectionner, soit tous les désélectionner, mais le meilleur, le conseiller, c'est de tous les sélectionner et ensuite d'aller évaluer. Là, il va prendre tout en compte. Voilà. Là, il m'a mis toutes les classes. Bâti, O, A, Poirier, S. Il m'a donné ma matrice avec toutes les classes. Donc, voilà ma matrice de confusion en pourcentage et en pixels. OK. Première chose, je vous ai dit, lorsque vous êtes en train d'étudier la matrice de confusion, première chose que vous devez voir, où sont les données terrain, où sont les données de classif. Quand je regarde sur le fichier qui est là, je vois que mes données terrain sont en colonne et mes données classifiées sont en ligne. Ça veut dire que c'est le contraire de ce que j'ai donné au cours. Donc, tout ce qui va être sur la ligne, ça va être les erreurs de commission. Et tout ce qui va être sur la colonne, ça va être les erreurs d'omission. D'accord? Les données hors diagonale, suivant la ligne, vont être les erreurs de commission, tandis que les données hors diagonale, suivant la colonne, vont être les données d'omission. Okay? Donc, si je prends par exemple le bâti, je n'ai pas d'erreur d'omission ni de commission. Regardez, je n'ai pas de chiffre hors diagonale. Donc, ma classification est parfaite à 100%. Alléluia. Oui, voilà. En pourcentage, tout est 100, 100, 100, 100, 100. C'est bien ça. Et on retrouve effectivement le nombre de pixels que j'ai utilisé là. C'est eux qu'on les retrouve. 140, 25, 222, 4000. Donc, voilà ma matrice de confusion. OK? Donc, ce que je peux dire, c'est que si je raisonne sur ma matrice de confusion en pourcentage, je vais voir que tout sur ma diagonale, je n'ai que des 100%. Donc, j'ai une classification parfaite. D'accord? Quand vous avez ça, deuxième paramètre que vous devez calculer, bon, erreur d'omission et de commission, on a vu que c'est 0. Hein? On ne fait pas d'erreur d'omission, on ne fait pas d'erreur de commission, puisque les données hors diagonale sont équivalentes à 0. Le dernier paramètre que vous devez calculer, c'est le kappa. Le kappa, là, il est très important parce que le kappa permet de vérifier que les données que vous avez, les résultats que vous avez obtenus ne sont pas dus au hasard. Ça veut dire que si je reprends ma classique, je devrais trouver ces résultats. Hein, ce n'est pas par hasard que j'ai trouvé ça, mais c'est que vraiment, les pixels d'entraînement que j'ai choisis, le type de classification que j'ai fait, ce n'est pas dû au hasard, les résultats sont bons. Mais si vous trouvez un kappa, c'est-à-dire que le kappa doit être supérieur à 0,61 pour qu'on puisse dire que la classification, les résultats de classique ne sont pas dus au hasard, ce n'est pas aléatoire. Mais si kappa est inférieur à 0,61, vos résultats là sont douteux. Il faut reprendre la classique. D'accord? Donc, dans votre rapport, là, quand vous avez des choses, hein, classique, non dirigé, classique, dirigé, voilà des choses, des éléments de comparaison. D'accord? En classification non dirigée, vous n'avez pas accès à la matrice de confusion. Donc, c'est le visuel qui va vous faire. Donc, les comparaisons entre la classique non dirigée et la classique dirigée, ça va être du visuel. Tandis que la classique dirigée, vous pouvez appréhender quantitativement les résultats à partir de la matrice de confusion. Donc, dire que les résultats là sont bons à 70, 80, 100%, etc., etc. Voilà, ça, vous pouvez le dire avec la matrice de confusion pour la classification dirigée. Ce que vous ne pourrez pas dire pour la classification non dirigée. La seule chose, c'est le visuel que vous pourrez dire. D'accord? Mais au moins, vous pourrez visuellement comparer les deux. Hein? Vous pouvez comparer, oui, j'ai classifié. Quand je regarde, OK, les espaces verts ici se retrouvent aux mêmes endroits que là. Donc, ma classification non dirigée a bien retrouvé les autres végétalisés. Par exemple, l'eau, il ne le retrouve pas. Donc, ça va être ça son point faible. Maintenant, la classification dirigée, elle va donner des pourcentages de précision. Là, vous pourrez plus vous étendre. Mais il faut absolument que vous calculiez le kappa. Okay? Vous prenez le cours, j'ai calculé le kappa là-bas.
Hein? Vous allez montrer les éléments qu'il faut associer pour calculer le kappa. Donc, vous pouvez calculer le kappa pour dire que les résultats que vous avez obtenus ne sont pas aléatoires. C'est la particularité du kappa. Et madame, c'est la façon de trouver faire de la situation à 100% et non. Moi, je trouve ça trop parfait, oui. La sélection n'est pas de ce monde-là. Mais il a trouvé, ça m'arrange, mais sinon, comme ça, je dis qu'il faut calculer le kappa. Si le kappa aussi est supérieur à 61, c'est que c'est bon. Ça veut dire que mon image qui est là, n'est pas trop bruitée et les différentes zones sont représentatives partout. Les sites que j'ai pris là, je les ai bien pris partout et ils sont purs. D'accord? Donc, ils se retrouvent. Mais si, par exemple, il y avait un site d'entraînement, il y avait pas un site d'entraînement, une classe qui, elle, était très mélangée, hein, par exemple, les fameux sols nus que je cherchais. Si mes sols nus là ne sont différents d'un point à un autre, ça peut perturber la classique. Parce que si je regarde, oui, ça c'est sol nu, je prends. Mais par exemple, quelque part là-bas, sol nu ne ressemble pas à sol nu à gauche et à droite. Et puis je ne prends pas un peu de sol nu qui est à gauche, il ne va pas le reconnaître. Voilà, il ne va prendre que ce que j'ai pris et il va faire sa moyenne et il va théoriser sur ça. Donc, mon sol nu qui était à droite, il lui aussi était sol nu que je n'ai pas comptabilisé dans mes sites d'entraînement, il va le mélanger avec une autre classe. Donc, ma précision ne sera pas bonne. Donc, ça, on dit de prendre vraiment vos sites d'entraînement, de les prendre vraiment de façon répartie sur votre image. Mais vraiment, il faut s'assurer que ça prend le maximum de trucs différents. Si tes sites d'entraînement sont purs, sont parfaits, comme ici, là, tu n'as pas besoin d'en prendre beaucoup. Tu prends un ici, c'est suffisant parce qu'ils se ressemblent, ils ont à peu près le même niveau de gris, ça marche. Mais si tu as un niveau de gris de l'eau, ici, là, qui est 20, et puis ici, là, qui est 40, et puis ici, là, qui est 10, si tu ne prends pas un peu de partout, parce que tu as vu même l'eau, là, il ne retrouve pas toutes mes superficies d'eau. Il trouve qu'il y a de l'eau, mais quand je regarde la superficie de l'eau, l'étendue, c'est plus petit que ça ne devrait. Hein? Regarde, si je prends ici. Tu vois, l'eau ici, regarde la superficie de l'eau. Regarde tout ce qu'il me trouve. Alors que ça devrait être plus étendu. Ici, il me trouve de l'eau, je ne vois même pas qu'il y a de l'eau. Voilà. Là, par exemple, l'eau, je sais qu'il n'y a pas d'eau ici, mais il m'a trouvé de l'eau. Est-ce que je suis au bon endroit? Que je sois au bon endroit des deux côtés. C'est le même endroit que je. Donc, regarde, quand on regarde par exemple ici. Ici, l'eau qui est là, ou la piscine qui est là, par rapport à ici. Tu vois que ici, la superficie de l'eau là est beaucoup plus importante que la superficie de l'eau qui est là, dans le réel. Là, ces deux affaires-là, il ne les retrouve pratiquement pas. Ici, j'ai deux piscines, mais il ne m'en retrouve qu'une seule. Et même celle qu'il trouve là, ce n'est pas la superficie en entier. Donc, tu vois qu'il trouve des choses parfaites, mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Il trouve aux endroits où il devrait trouver,
mais il ne trouve pas la totalité qu'il devrait trouver. Hein, par exemple, l'eau, il me trouve l'eau à l'endroit où ça doit être. Mais si ça doit être, par exemple, je vois moi, 2 mètres carrés, lui va me trouver peut-être 1 mètre carré. Dans le sens où je dis, ma classif, la résultats de ma classification sont parfaits, mais dans la réalité, je sais que c'est pas. Et Donc, en fait, parce qu'on vient de voir quelque part ici, dans la réalité du terrain, il n'y a pas l'eau. Et dans la qualification, il a créé une phase d'eau là-bas. Est-ce que ces résultats à 100% là, c'est pas apprendre avec réserve? Oui, c'est apprendre avec réserve, c'est ce que je dis. C'est apprendre avec réserve. OK? Parce que ta première appréciation, c'est le visuel. Donc, déjà dans le visuel, là, tu vas souligner ça. Et si tu soulignes ça dans chose au visuel, donc, si tu soulignes ça, donc si tu soulignes ça déjà au visuel, donc quand tu vas aller maintenant au quantitatif, tu vas dire, tu vas calculer ton fameux kappa là, que j'ai dit, s'il est supérieur aussi à 61, tu vas dire c'est bon, c'est pas du hasard, mais tes résultats là, ne sont pas aussi parfaits que ça le devrait, vu que dans la réalité, tu ne retrouves pas les superficies que tu devrais, le visuel. Parce qu'il faut voir que le logiciel, il se crée une vérité terrain avec laquelle il compare les sites d'entraînement que j'ai fait. C'est les deux qui croisent pour donner ça. Mais comment il crée sa vérité terrain? C'est à ça que je n'ai pas accès. Donc, ça doit être ça qui peut engendrer cette fonction.